Non, mais... Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, il est 16h32 sur Europe 1. Valérie Benaïm, alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je sais pas ce qu'elle a Valérie Benaïm, elle fait sa vie. Alors parce que je vous explique, alors il y a Gilles Verdès qui est assis à côté d'Olivier d'Artigol, il est à la gauche de d'Artigol. Voilà. Et Valérie Benaïm, je sais pas, vous avez une idée, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je me positionnais comme si nous étions dans l'hémicycle. Oui, alors. Voilà. Et donc alors il faut intervertir d'Artigol et Verdès. Voilà. Oui. Parce que je pense que Gilles Verdès est plus à gauche que d'Artigol. Exactement. D'Artigol, il est en train de prendre sa carte modem là depuis. Mais non, je défends pas loi. Je veux dire, mais si on peut passer au vote pendant cette émission sur n'importe quel sujet, on va en parler. Benaïm, donc vous seriez au centre? On est Oui, moi je suis majoritaire. plutôt centre. Oui, et Gauthier Lebret à droite. À droite. Exactement. Bien sûr. Ah, mais non. Droite modérée. Et vous, Droite président de l'Assemblée. Voilà. Non, moi, Non, enfin. Mettez-moi là-bas. Mettez-moi là-bas. Mettez-moi au fond, moi. Merci. Hein, j'ai pas envie de vous déranger, vous le savez. Il y a Karim Bouamran, maire PS de Saint-Ouen, à la tête du mouvement La France Humaine et Forte, qui sera avec nous tout à l'heure. Karim Bouamran, donc on aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même Gauthier, voilà. Bien sûr, mais c'est toujours intéressant d'avoir des profils ouais, différents. parce que lui, c'est un profil intéressant. Gauche républicaine. Lui, à distance de la France insoumise. Ouais. Et lui, d'ailleurs, on va lui Il demander. avait fait un bon pronostic. Il avait dit que le gouvernement Barnier tiendrait 3 mois. Ouais, c'est vrai. Et il a tenu 3 mois. D'ailleurs, il a une proposition. Et il marque sa différence. Il a une proposition à faire, il nous le dira, parce qu'il en a déjà parlé. Il viendra nous en parler sur Europe 1 en direct. Ce sera tout à l'heure. Lui, en ministre, il serait bon. Hein. Absolument. Ah oui, tout à fait. Ouais, il serait bon. Il n'était pas sur un gouvernement technique, lui, non? Technique. Il n'était pas sur un gouvernement technique. Et l'autre, là, il n'était pas sur un gouvernement technique, lui. Ça s'est passé, il était sur un gouvernement technique, lui. Je crois. Merci, Le problème ouais, Obama français. C'est qu'il doit être solidaire du PS, et le PS a dit on n'entre pas au gouvernement si c'est pas un Premier ministre de gauche. Et dans toutes les configurations qu'on a en ce moment, il n'y a aucune configuration où c'est un Premier ministre de gauche. Le plus à gauche qu'on ait, c'est François Bayrou. Et on en avait parlé à l'époque. On va lui demander. Ah, et si c'était lui, vous imaginez lui en Premier ministre? En Premier ministre de gauche, lui, voilà, ça pourrait le train a déjà passé, il s'est pas arrêté. Ah, pas du tout. Quand un nom circule trop et que ça tombe. Non, mais il a plus du tout circulé. Il a circulé il y a bien longtemps. Il recircule plus. Il y a 3 mois. Il recircule plus, justement. Oui, mais votre nom, il a circulé aussi, mais il a jamais circulé. Cazeneuve aussi, ça avait circulé. Bien sûr, exactement. Bien sûr. C'était pas possible parce que même le PS voulait censurer Bernard Cazeneuve. C'est pour ça. On va en parler dans un instant. Il sera avec nous sur Europe 1 avec notre ami D'Artigol. C'est insupportable, ce mec. Non, mais Gauthier Lebret. Le lobbying béarnais qu'on subit depuis une semaine, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, pour l'instant, je suis un peu d'accord avec lui. Je pense que le favori, ça reste François Bayrou. Mais oui. Je suis désolé de dire. Je pense que alors, on va en parler dans un instant, mais je pense que Emmanuel Macron, je crois savoir, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a vu Nicolas Sarkozy. Ok. C'est pas bon pour François Bayrou. Non, c'est pas bon pour François Bayrou. Mais peut-être qu'il a vu Nicolas Sarkozy pour lui dire. Pour lui demander un pacte de non-agression. Oui, concernant François Bayrou. Oui, les gars. Attendez, vous voyez toujours le mal. Moi, je vois le beau. Voilà. Et est-ce que Nicolas Sarkozy accepterait de ne pas aller dire. Voilà. Deux fois, il a choisi Ségolène Royal et François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc je peux vous dire ça s'oublie. Non, ça s'oublie pas du tout. Non, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Quand on s'appelle Nicolas Sarkozy, ça s'oublie absolument pas. Quand on s'appelle n'importe qui, ça s'oublie pas. Excusez-moi, ça s'oublie pas. Bien sûr, ça s'oublie pas. Surtout que moi, voilà. Mais entre ne pas l'oublier. Je comprendrais que Nicolas Sarkozy n'oublie pas. Oui, mais entre ne pas l'oublier et un truc un peu de non-agression, c'est-à-dire jeu de mots. Mettons que ça soit François Bayrou. Les socialistes ne viennent pas au gouvernement. Ils n'entrent pas au gouvernement. La question, c'est est-ce qu'ils censurent, oui ou non, François Bayrou? C'est ça la question. Et moi, je crois pas. Alors, tu dis que tu crois pas. Ils tiennent combien de temps? Parce que c'est quand même la question. Ça, oui. Quand Bruno Retailleau arrivera dans l'hémicycle et dira je ne régularise plus un sans-papier, les OQTF, le dossier est mal géré et c'est insupportable, il faut changer l'état de droit, ils vont tenir combien de temps les socialistes avant de censurer? Tu veux nous dire que ça sera un gouvernement de grand écart? Oui, évidemment. Non, mais ce ne sera pas un gouvernement de grand écart puisque les socialistes ne seraient pas dans le gouvernement. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui tient dans la durée? En fait, il faut comprendre. Qu'est-ce qui peut tenir dans la durée? Pourquoi ça bloque? Déjà, toutes les remontées qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de solution à l'instant où on se parle. Donc sinon, on connaîtrait le nom du Premier ministre et on n'aurait pas des nouvelles délibérations et des nouvelles réunions demain. Donc on va encore repousser, ça ne sera pas demain avec ces nouvelles réunions, on va encore repousser et on va peut-être se faire toute la semaine comme ça. Avec une échéance le 19 décembre pour la loi d'urgence et la loi spéciale sur le budget. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'Emmanuel Macron veut enlever à Marine Le Pen son pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Et si c'est Sébastien Lecornu, si c'est Catherine Vautrin, on reste avec le socle commun et Marine Le Pen a toujours le pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il va négocier avec le PS. Mais ça semble pas marcher parce que sinon ça serait déjà en action. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen a déjà dit je ne me
je ne m'interdis pas l'idée d'à nouveau faire tomber. Oui. Et là, il ouvre une nouvelle séquence de négociations, sauf qu'il n'a pas le temps, puisque le 19 décembre, maximum, cette loi doit être votée. Donc, comment peut-il faire en 10 jours ce qu'il n'a pas fait en 7 ans? Oui. Ben voilà, ça laisse sans voix. Mais non, mais à gauche, vous mettriez qui aussi à gauche? Voilà. Alors, s'il se met d'accord avec les socialistes, il se met d'accord, il met qui? Il veut pas se mettre d'accord pour Premier ministre, il veut se mettre d'accord sur un pacte de non-censure. Voilà. Donc dans cette optique-là, s'il y avait un accord, c'est François Bayrou. Vous avez plusieurs situations. D'abord, une participation au gouvernement. Non. Ils ne votent pas la censure, c'est tout. Ils assurent de pas voter la censure. Premier scénario, on va au gouvernement. Mais on peut ne pas y aller et être en soutien sans participation, comme l'a fait le RN, le dernier dispositif gouvernemental. Ou alors sur un pacte de non-censure, on s'entend sur 4-5 sujets prioritaires et on essaye d'aller jusqu'à la prochaine dissolution ou les 30 mois, la prochaine présidentielle. Voilà. Alors, moi j'ai une question pour Gauthier Lebray, mon ami. Qu'est-ce que je suis content de le voir. Pour mon ami Gauthier Lebray, question, et vous nous y répondrez dans un instant. Imaginons, pourquoi il n'essaie pas d'aller voir Marine Le Pen et de lui dire, on met Retailleau, on se met d'accord avec le RN, s'il laisse passer Retailleau, on garde Bruno Retailleau, au pire des cas, les socialistes seront pas d'accord, mais bon, voilà, au moins il se met avec les LR, avec le RN, et il met Bruno Retailleau que tout le monde aime bien. Vous nous répondez dans un instant, Gauthier Lebray. Vous nous répondez dans un instant pourquoi c'est possible ou pourquoi c'est pas possible. Ça. On en parle dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et puis il y a pas mal de gens encore qui nous appellent sur Notre-Dame aussi, qui a cartonné. On en parle dans un instant. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h40 sur Europe 1, merci d'être avec nous, on est en direct et ça discute beaucoup. Alors justement, si vous avez des questions, si vous avez des analyses, ou si vous avez des avis à nous donner, vous nous appelez 01 80 20 39 21, on parle du gouvernement là. Une nomination mardi, j'y crois pas du tout. Une nomination demain d'un Premier ministre, je n'y crois pas du tout. Il y a des nouvelles réunions demain en plus prévues avec la gauche, donc oui, même pas en rêve, une nomination mardi. Même ça pas va nous faire la semaine. Alors je vous ai posé une question concernant Bruno Retailleau. Alors, qui a une cote incroyable actuellement, qui a fait franchement truc de fou, ministère de l'Intérieur. Et je vais vous dire, même au sein de ses équipes, même au sein des équipes, j'ai rencontré une personne qui travaille avec lui au ministère de l'Intérieur, même ses équipes m'ont dit qu'il l'adorait. Ils étaient très heureux. Ils adoraient aussi Gérald Darmanin. Et ils adorent Bruno Retailleau. Vraiment, voilà. Il a une cote incroyable, même à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. À l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Oui. Il est allé très fort. Il est allé très fort en 3 mois. Et oui, les policiers. D'ailleurs, déjà, les policiers ont envie de stabilité. Donc, ils n'ont pas envie de changer de ministre tous les 3 mois. Les gens qui travaillent avec lui. Mais même l'opinion publique, il a imprimé. Il a complètement imprimé très vite. Voilà. Pourquoi Bruno Retailleau à Matignon, ce n'est pas possible, et même lui le sait, pour plusieurs raisons. Déjà, Marine Le Pen, avoir Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur s'il continue, c'est compliqué. Alors, pardon, pas possible au Premier ministre à Matignon. Donc Marine Le Pen, imaginez Bruno Retailleau propulsé à Matignon, je suis pas sûr que ça soit complètement son intérêt et qu'elle l'accepte comme cela. Ensuite, Emmanuel Macron perd les macronistes. Si il nomme Bruno Retailleau à Matignon, ça va évidemment créer des frictions avec Gabriel Attal. Les macronistes vont le juger trop à droite. Souvenez-vous d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui tweetait tous les 2 jours contre Bruno Retailleau. Donc en fait, il va se retrouver avec le RN et les Républicains, donc un socle ultra minoritaire, et il perdrait son propre camp en nommant Bruno Retailleau à Matignon. Donc c'est pourquoi il ne le fera pas. Très bien. Et Agnès Pannier-Runacher, tiens, parce qu'on a parlé d'elle un moment. On a parlé d'elle dans les cotes, je crois, il y avait un sondage avec les ministres qui avaient le plus d'avenir, et elle y figurait. Agnès Pannier-Runacher, je ne crois pas que son profil colle à celui de première ministre. C'est l'aile gauche de la Macronie. Donc sur le créneau, elle peut se rapprocher d'un François Bayrou, mais est-ce qu'elle a les compétences politiques pour tenir une assemblée pareille? Je suis pas sûr. On va en parler dans un instant, tout ça de la politique, parce que c'est vrai, quand on part dedans sur ce qui se passe, voilà, et ce qui va se passer pour le Premier ministre, c'est vrai qu'on a envie de dérouler là-dessus. On va revenir sur Notre-Dame un instant, et puis on vous donnera encore toutes les dernières infos qu'on a sur la nomination du Premier ministre, et qui, surtout. Pour le moment, il y avait Stéphane qui était avec nous il y a un instant, qui nous attend depuis longtemps, le pauvre Stéphane du Pays de la Loire, qui était extrêmement intéressant, qui nous parlait de Notre-Dame, et qui nous parlait qui nous donnait des informations extrêmement
extrêmement intéressante pour les auditeurs d'Europe 1 et pour nous. Stéphane, oui, on était sur Notre-Dame, on demandait un petit peu votre avis à tous les auditeurs d'Europe 1, ce qu'ils ont pensé de la cérémonie et de la réouverture de Notre-Dame. Et c'est vrai que les gens sont plutôt unanimes. Hein. Oui, les gens sont unanimes, et ce qui est très, très frappant, c'est que quand même, cette cérémonie, y compris d'ailleurs le discours du président de la République, était à peu près à l'inverse, si je puis dire, de la tendance générale d'une certaine intelligentsia woke qui pollue beaucoup de médias, et c'est extraordinaire. Et on a vu que ce qui est le contraire de cette idéologie, quand même, on a fait appel au souvenir des rois de France, de Saint-Louis, des empereurs, d'Aragon, de Victor Hugo, de Bach, de Vierne, de Forêt. Donc, tout ce qui fait la grandeur de la culture française et au-delà européenne. Et qui dit ça? C'est le président de la République qui avait dit qu'il n'y avait pas de culture française et qui ne savait pas ce que c'était que l'art français. Et donc là, on est une fois de plus dans le en même temps. Mais ce qui est très frappant, c'est que cet appel à ce qu'il y a de meilleur dans la créativité, dans la beauté, la recherche de beauté, la recherche de transcendance, et ça soulève l'enthousiasme et ça soulève les cœurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? Moi, ça me frappe beaucoup. Une cathédrale, c'est d'abord beaucoup de compétences et de talents très pratiques pour construire, pour bâtir, pour faire les vitraux, pour faire les charpentes, pour faire les toitures, pour faire exactement tout ça. Mais pourquoi c'est fait? C'est pour tirer vers la transcendance, tirer vers le ciel. Et je trouve que c'est une image extraordinaire. C'est enraciné, c'est comme un arbre. Hein, c'est enraciné, mais ça part vers le ciel. Et je veux dire à tous les déconstructeurs qui peuvent nous écouter, quand vous coupez les racines d'un arbre, il meurt. Eh bien, c'est la même chose pour une société ou pour une civilisation. Bravo. Si vous la coupez de ses racines, elle meurt. Bravo. Stéphane, ça j'adore votre témoignage, Stéphane. Stéphane, vous avez dit quelque chose à un moment. Vous avez dit la culture woke et vous avez dit l'intelligentsia. Sachez-le aujourd'hui, Stéphane, ce qu'on appelle le mainstream. Le mainstream, c'est la majorité de l'opinion. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est pas les woke, c'est pas l'intelligentsia, c'est des gens comme nous. Je pense Stéphane, comme vous, comme moi, qui, je pense, pensons à peu près la même chose et qui veulent des repères. Et vous avez dit, hein, une société, c'est comme un arbre. Si elle perd ses racines, eh ben forcément, elle meurt. Et aujourd'hui, tout ce qui peut rapprocher et ramener les Français à leurs racines, à leurs repères, avoir des repères, c'est ce que veulent les Français, c'est ce que je pense moi personnellement. Aujourd'hui, c'est ce que la majorité des Français veulent. Alors bien entendu, vous avez, comme vous l'avez dit, des woke, une intelligentsia qui est pas du tout, qui est complètement hors sol, hein, et qui se connaît pas la priorité des Français et qui sont tranquillement entre eux en train de faire des dîners, en train de se dire on va faire ci, on va faire ça. Ils sont persuadés de contrôler le monde et contrôler la France. Mais aujourd'hui, le peuple et les Français sont, à mon avis, de votre avis, Stéphane, et du mien, je pense. Vous savez, moi je suis élu local, hein, dans un village qui a 1800 habitants. Bon, alors il faut le dire pour Jean-Michel Apathy, parce que sinon il va tweeter encore. Il va tweeter, on parlait des woke il y a un instant, vous voyez. Les woke, comme j'ai dit, c'est une minorité. Comme a très bien dit mon ami Laurent Girac, j'embrasse fort, parce que j'aime Laurent, il est un ami et qui est un type exceptionnel. Il a dit les woke, c'est une minorité qui emmerde une majorité. Et je pense que ça, il faut toujours l'avoir en tête. Voilà. Et Stéphane, très bien vu. Oui, il a raison. C'est très bien. Vous savez, oui, Apathy, il avait été furieux quand j'étais intervenu. Il avait une autre fois, et il avait sous-entendu que je vous connaissais, qu'on était complices. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais j'ai le plaisir de vous entendre. Voilà. Moi, Stéphane, moi, vu comme à chaque fois vos interventions sont intéressantes, vous savez, je préférais vous connaître vous que Jean-Michel Apathy, sachez-le, parce que je trouve que à chaque fois vous avez des analyses incroyables et une culture vraiment qui fait du bien à l'antenne d'Europe 1 et à notre émission. Donc, si merci, vous me permettez Stéphane. Une remarque, oui, Stéphane. Quand vous parliez du gouvernement, et vous avez évoqué Retailleau. Alors moi, je suis vendéen comme Bruno, mais pourquoi est-ce qu'il est, à mon avis, assez populaire? Parce que justement, outre les positions qu'il prend, qui sont courageuses, les gens sentent qu'il y a quelque chose de plus, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il a, dans sa conception de l'action politique, en fait, un peu la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est un service pour quelque chose qui nous dépasse. Et ça, les gens le sentent. Et les gens, ils ont besoin de ça.
la petite cuisine, ça les emmerde, pour parler vulgairement. C'est ça. Par contre, ils ont besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui vous tire au-delà de vous-même pour rechercher quelque chose qui s'appelle le bien commun et qui n'est pas le bien du petit parti ou de sa carrière. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on ressent et je pense que c'est ce que ressentent les Français au-delà, vous avez dit, de ces positions qui sont extrêmement courageuses. Oui, Gauthier Lebray. Je pense que ce qu'il a, Bruno Retailleau, de plus que nombre de politiques, c'est la sincérité. Oui. Je pense qu'il est très sincère dans son discours et surtout, ensuite, son discours enclenche des actes. Ce n'est pas que des paroles. On a Karim Bouamrane qui va venir nous voir dans un instant, maire PS de Saint-Ouen. Et je vais vous dire, dans un autre registre total, il a cette même qualité, la sincérité. Et, vous savez, et il fait des vraies choses dans sa ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a très peu comme ça. Et Bruno Retailleau, moi je vous le dis, je sais, je le connaissais pas bien, mais c'est vrai que tout le monde me parle de Bruno Retailleau parce qu'ils sentent une sincérité. Ils sentent en tout cas que il se préoccupe pas de savoir les petites tambouilles politiques, ce qu'il va faire, s'il va rester, s'il va pas rester. On l'a mis ministre de l'Intérieur, il s'est mis au travail dès la première heure. Et il a dit, je vais faire avancer les choses. Ça durera le temps que ça durera, mais je vais essayer de montrer que j'ai des convictions et que j'ai envie d'aider mon pays. Et il montre que la politique peut avoir des résultats aussi. Exactement. C'est pas que de la petite politique politicienne avec les complots de couloir où un tel et un tel sont en train de s'entretuer. C'est pas que ça la politique. Il montre aussi que ça peut être autre chose. Oui, Olivier d'Artigol. Et la politique s'est fait de beaucoup de communication sur les dernières années. D'ailleurs, la communication a bouffé la politique. Oui, complètement. Et les gens ressentent ça. C'est-à-dire, il y a un sixième sens. Son sens, il y a de l'authenticité. Et regardez, c'est souvent des profils d'élus locaux. C'est-à-dire que les élus locaux ont gardé un contact réellement avec la vie quotidienne. Quand vous avez des permanences d'élus locaux, je peux vous dire que vous tapez le réel en pleine face. Voilà, il n'y a pas de filtre. Et ça touche les gens, il me semble. Exactement. Bravo. Et ce que vient de dire M. d'Artigol est tout à fait exact. La politique, c'est pas l'art de la communication ou de la parole. C'est d'abord l'art de savoir agir. Alors on dit de régler des situations. Il faut savoir agir. Il faut savoir agir. Exactement. Et il faut agir non pas en fonction d'une idéologie ou d'idéologie, parce qu'en règle générale, l'idéologie, ça consiste à faire rentrer la réalité à coups de botte dans un cadre préconçu qui n'a rien à voir avec la réalité. La politique, c'est l'art du réel et de l'action concrète réelle, mais tirée par une vision transcendante des choses. Exactement, une vision. Et moi Stéphane, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Bruno Retailleau, il croit en ce qu'il dit et c'est ses convictions profondes. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a envie de voir, lui, pour la France et pour le pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, on cherche quelqu'un qui dise, voilà, moi je crois en ça. S'il y a d'autres Français qui croient en ces solutions pour redresser la France, suivez-moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on sent chez lui. C'est vrai que voilà, et après on verra, je sais pas ce qui va arriver, je sais même pas s'il va rester ministre de l'Intérieur, puisqu'on va savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Donc il faut toujours dire voilà ce que je crois. Si on croit je crois moi. Si vous me suivez ou pas, s'il y a une majorité de Français qui me suivent ou pas. Mais les mecs qui veulent faire plaisir à tout le monde, forcément, on fait plaisir à personne à l'arrivée et on déçoit toujours un camp ou un autre. Enfin, à chaque fois, si on navigue à vue et qu'on change de direction, à chaque fois, forcément, on va perdre tout le monde à la fin. À la fin, on perd tout le monde. Ah oui, voilà. Vous savez, c'est la fameuse boutade. Je suis leur chef, donc je les suis. C'est pas ça. Un chef, c'est celui qui montre la direction. Exactement. On est d'accord. Voilà. Merci Stéphane d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie. Merci Stéphane. Et à bientôt. Bon après-midi à tous. Merci vous aussi Stéphane. Merci. C'est un bonheur de discuter avec les auditeurs d'Europe 1 tous les après-midi, 16h, 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il y en a qui nous ont appelés pour Notre-Dame. Vous continuez à nous appeler, bien entendu. On va relier Notre-Dame d'ailleurs à la situation politique parce que c'est vrai que moi, il y a une image qui est incroyable. C'est tous les anciens ministres, parce que tous ceux qui vont être, bien entendu, certainement, ministres démissionnaires. Les ministres démissionnaires qui regardaient Donald Trump comme s'il allait pouvoir leur donner peut-être un poste aux États-Unis. C'était assez incroyable. Ils essaient tous de chercher son regard, de se dire, tu sais quoi, peut-être qu'en France, ça va pas être bon pour moi, mais on sait jamais, peut-être que Donald Trump va me prendre là-bas. Donc c'était assez incroyable. Je vous jure, c'était fou cette cérémonie. Notre-Dame aussi, c'est fou de voir. On voyait vraiment l'homme et le pouvoir dans toute sa splendeur. On voyait Elon Musk quand il est arrivé, et on pouvait être président, on pouvait être ancien président, il y a une fascination. Exactement. Un magnétisme. Exactement. Il y a quelque chose.
Bah bien sûr. Qu'on soit d'accord ou pas, indéniablement, il y avait une forme d'électricité autour de ce mec-là. Donald Trump, on risque de moins l'apprécier après sa prise de fonction sur la guerre commerciale et les droits de douane. Il y a beaucoup de secteurs qui commencent à se dire... D'ailleurs, on parle de Notre-Dame. Il y a 5 ans, Notre-Dame de Paris sombrée, terrassée par les flammes, comme vous le savez. Soutenue par les fidèles du monde entier, Notre-Dame est aujourd'hui plus belle que jamais. On l'a pu la voir samedi. Pascal Praud vous raconte le défi de la restauration dans un podcast inédit illustré par les archives d'Europe 1. Le grand défi de Notre-Dame, le podcast à retrouver sur le site et l'application Europe 1, bien sûr. Nous, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On vous donnera de nouvelles infos sur le Premier ministre ou pas. Et puis, il y a Karim Bouamrane qui viendra nous rejoindre, maire PS de Saint-Ouen, à la tête du mouvement La France humaine et forte. À tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.